Elle a gravi toutes les marches du militantisme au départ, sur la Gironde. Moi, je peux en témoigner parce que j'ai connu cette personne au tout début. Elle a gravi vraiment les marches maintenant du monde national au niveau du politique, mais surtout, elle est présente avec nous aujourd'hui. Je voudrais accueillir, sous tous les applaudissements que vous allez pouvoir générer, Madame Edwige Diaz, députée de la Gironde Rassemblement National. Elle est vice-présidente aussi du Rassemblement National, et je voudrais l'accueillir sous vos applaudissements, Madame Edwige Diaz. Yves, j'ai failli te dire, oui, parce qu'on se connaît depuis longtemps, j'ai failli te dire, ça ne nous rajeunit pas. Oui, mais toi, tu es toujours resplendissante. Ouais, bon, ben, je m'assomme. Merci à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce matin et je vous remercie tous les deux, toi ainsi que Jean-Yves Léandry et Monsieur le Président, d'avoir accepté de me faire passer en premier, parce que les week-ends en circonscription sont très intenses et je repars après sur ma circo, donc pour voilà, l'aménagement de ma journée, c'était mieux comme ça. Alors quand Jean-Yves m'a dit tiens, on organise une réunion intéressante sur l'immigration et on a pensé à toi, je me suis dit tiens, il va falloir qu'on se replonge dans tout ce qui s'est passé ces dernières années, en fait depuis que je suis au Parlement, donc c'est-à-dire depuis 2 ans et demi maintenant, où les macronistes n'ont cessé de parler d'immigration, mais finalement ils n'ont pas fait grand-chose. Donc Jean-Yves m'a dit, tu as un sujet assez libre, donc je me suis noté quelques chiffres, et en fait quand j'ai préparé notre réunion de ce matin, quelque part j'ai eu mal à ma France. Voilà, parce que retrouver tous ces chiffres-là et se replonger dans la loi immigration qui nous a été promis initialement comme étant vraiment une loi répondant aux préoccupations des Français, et quand on voit ce qu'il est resté de cette loi, et ce qu'il est resté de cette loi, notamment après la censure du Conseil constitutionnel, on se dit qu'on est vraiment mal barré dans notre pays si jamais on n'arrive pas à prendre le pouvoir très rapidement. Bon, les choses sont en train de se mettre dans le bon ordre. Nos résultats aux élections législatives ont confirmé notre enracinement dans les territoires ruraux. Nous avons 55 députés de plus que la dernière fois, donc malheureusement c'est pas la majorité, mais en tout cas ça va dans le bon sens. Et puis je suis certaine que lorsqu'il y aura la dissolution, vous aurez sur cette circonscription un excellent député Rassemblement National en la personne de Rémi Bertoneau, dont je remercie la présence. Il faut l'applaudir aussi, c'est présent. Alors, on va commencer par les constats, qui sont effroyables. Donc des chiffres, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais c'est important de les rappeler pour poser les bases et pour vous faire un descriptif de la situation catastrophique dans laquelle nous nous trouvons. L'immigration, on n'en parle plus tellement aujourd'hui parce qu'il y a eu la mousse médiatique avec le Premier ministre, on a mis presque 2 mois à nommer, maintenant avec le gouvernement. On parle de la dette parce que c'est un sujet effroyable aussi, mais pendant qu'on parle de tout ça, on oublie un petit peu la question de l'immigration. Alors, si vous deviez retenir une seule phrase, c'est que sous Emmanuel Macron, nous avons battu tous les records en matière d'immigration. Si vous voulez retenir un peu de chiffres. Donc, depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, il y a quasiment 2 millions de premiers titres de séjour qui ont été délivrés, avec un record l'année dernière à 320 000. Donc, à peu près la ville de Bordeaux. Voilà, juste pour une année. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2019, c'était 287 000. Donc, en fait, je vous dis, on est quasiment à 2 millions parce que tous les ans, en fait, on bat le record de l'année précédente. Pour l'Union européenne, parce que là c'est pareil, c'est pas mieux, l'année dernière ce sont 380 000 personnes qui ont franchi les frontières de l'Union européenne de manière clandestine. Et donc forcément, ces traversées de frontières ont un impact en France, puisque on appelle ça comme ça, le stock de clandestins dans notre pays s'élève, évidemment comme ce sont des clandestins, on ne sait pas exactement combien il y en a, mais c'est entre 600 000 et 900 000 clandestins actuellement
dans notre pays. Et ce qui est beau en France, je mets bien sûr des guillemets quand je vous dis beau, c'est que quand vous êtes clandestin, vous êtes très rarement expulsé. Par contre, une fois que vous êtes arrivé, vous avez des chances d'être régularisé. Et donc avec Emmanuel Macron, c'est à peu près 35 000 clandestins qui sont régularisés chaque année. Donc c'est absolument considérable. On peut aussi parler des mineurs non accompagnés, qui sont souvent pas mineurs et très bien accompagnés, qui représentent environ 20% des effectifs confiés à l'aide sociale à l'enfance et dont le coût pour la société est absolument incroyable. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant les élections départementales de 2015, le RN avait dit qu'un mineur non accompagné coûtait entre 40 000 et 50 000 euros par an, ce qui était déjà beaucoup. Quand on a fait les auditions pour la loi immigration, j'ai eu l'occasion d'auditionner l'ancienne secrétaire d'État chargée de l'enfance, qui a dit dans son propos introductif que l'accompagnement d'un mineur non accompagné pouvait coûter entre 60 000 et 100 000 euros. Donc déjà, on n'était plus dans les 40 000, 50 000. Et quand on avait, nous, RN, annoncé 40 000, 50 000 il y a quelques années, on s'était pris des procès. On avait des associations humanistes, bienveillantes, tout ça, qui avaient dit que c'était scandaleux. Et donc moi, j'ai posé une question à la suite de cette audition à la ministre en question, pour lui dire, écoutez, j'ai cru entendre que vous avez dit entre 60 000 et 100 000 euros par migrant. Est-ce que vous pourriez confirmer ce chiffre? J'attends toujours la réponse. Voilà. Donc il y a vraiment un tabou sur ce sujet-là de leur part, parce qu'en fait, reconnaître le nombre de migrants, de clandestins, et reconnaître le coût, forcément ça reviendrait à donner raison au Rassemblement national. Et d'ailleurs, il y a quelques mois, quand l'excellente association Contribuables Associés a indiqué que le coût de l'immigration en France était environ 54 milliards d'euros par an, et bien là, vous aviez toutes ces associations qui s'étaient empressées de dire que non, c'était pas ça, c'était pas comme ça qu'il fallait le prendre, etc., etc. Donc ils sont vraiment extrêmement gênés avec le nombre d'étrangers dans notre pays et le coût qu'ils engendrent. Mais ils sont aussi gênés avec un autre sujet, c'est le lien entre l'immigration et l'insécurité. Donc on s'entend bien, je ne suis pas du tout en train de vous dire que tous les étrangers sont des délinquants, je ne suis pas non plus en train de vous dire que tous les étrangers qui arrivent en France se comportent mal, pas du tout. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a une disproportion, qu'il y a une surreprésentation des étrangers dans les actes de délinquance. Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. J'ai repris des chiffres qui ont été annoncés par le JDD, qui sont eux-mêmes issus du ministère de l'Intérieur quand ils communiquent, et qui sont très souvent repris aussi, ces chiffres, par une association qui est vraiment très sérieuse, qui s'appelle l'Observatoire de l'immigration. Ah, ça doit vous parler. Et donc en fait, ces chiffres indiquent, par exemple, que dans les transports d'Île-de-France, en ce qui concerne les violences sexuelles, eh bien, parmi les interpellés, 63% d'entre eux sont des étrangers. Donc il y a une énorme surreprésentation des étrangers en matière de violences sexuelles commises dans les transports d'Île-de-France. Les étrangers sont aussi surreprésentés dans les trafics de stupéfiants, puisqu'ils sont environ 20% à être interpellés dans le cadre de trafic de stupéfiants. Je vous parlais des mineurs non accompagnés tout à l'heure. Ils sont concernés par 40% des vols à la tire, et un chiffre qui est effarant, c'est que l'année dernière, ou l'année d'avant, je ne sais plus, 75% des mineurs déférés devant le parquet de Paris étaient des MNA. Voilà. Donc ce sont des chiffres qui font froid dans le dos, mais qui sont réels. Oui, absolument. Malheureusement. Vous doutez bien que ces chiffres, s'ils avaient été faux, évidemment, on en aurait entendu parler, mais là, ce sont des chiffres qui n'ont pas été contestés, et oui, ils arrivent du ministère de l'Intérieur. Alors, et puis ça, on s'en rend compte aussi, parce que vous savez qu'en tant que parlementaire, on a le droit d'aller visiter des prisons, des lieux de privation de liberté. Donc, avec les collègues députés, nous nous sommes rendus dans un certain nombre de prisons, et nous discutons
avec les agents pénitentiaires qui font un travail remarquable dans des conditions épouvantables. Je me suis rendue à la prison de Gradignan, qui est connue malheureusement pour sa surpopulation carcérale. Et puis on s'est rendu aussi dans celle de Charente-Maritime, et puis on a fait Fresnes aussi, la prison très connue sur Paris. Et là, les agents nous le disent. Évidemment qu'il y a une surreprésentation d'étrangers, et c'est environ 1 détenu sur 4 qui n'a pas la nationalité française. Donc quand on parle de la surpopulation carcérale, il n'est pas infondé de dire que si on expulsait les délinquants étrangers, les prisons françaises seraient un peu moins surpeuplées. Vous voyez, cette semaine, en commission des lois, nous avons auditionné la contrôleure générale des lieux de privation de liberté. Alors, vous ne savez pas trop ce que c'est, mais c'est une bonne planque. Vous voyez, quand on parle de faire des économies dans l'État, ben là, c'est un bon exemple de faire... c'est un bon moyen de faire des économies. Donc, en fait, c'est une femme sympathique au demeurant, look 1368 armes, elle a le droit d'avoir le look qu'elle veut. Elle travaillait à Libération avant, elle a le droit d'avoir travaillé à Libé avant. Mais tous les ans, elle est entendue par la commission des lois, donc en fait nous avons un rendez-vous annuel toutes les deux maintenant, et elle vient nous expliquer que c'est affreux, les conditions dans les prisons, ah là là, les pauvres détenus, il y a des punaises de lit, ils dorment par terre, enfin, en fait comme si c'était des enfants de cœur qui s'étaient retrouvés un peu par hasard, un peu comme s'ils avaient été tirés au sort en prison. Et donc, moi, tous les ans, je lui dis, écoutez, tous les ans, vous nous présentez votre même rapport, donc il y a 2 solutions. C'est où vous êtes satisfaite de cette situation parce qu'elle vous assure une rente confortable, et dans ce cas-là, vous êtes totalement hypocrite, malgré vos airs humanistes, ou sinon, ce que vous produisez est inutile, puisque pas entendu par les pouvoirs publics. Donc faisons des économies. L'année dernière, je lui ai dit, vous voyez, votre salaire de 12 000 € par mois, on pourrait l'économiser. Et elle m'a répondu, bravement, hein, elle m'a dit, ah ben non, c'est pas 12 000, c'est 10 000. Elle est pas antipathique, hein, elle est naturelle. Hein. Et là, cette année, on a pointé, parce que du coup, on a étudié le rapport d'activité, et cette année, en fait, le budget annuel de son instance, là, de son autorité, c'est 6 millions d'euros, en augmentation considérable par rapport aux autres années. Donc, je dis, vous voyez, vous dites qu'il n'y a pas assez de place, qu'il n'y a pas assez de... Parce qu'en fait, elle ne dit pas qu'il n'y a pas assez de place. Elle dit qu'il y a trop de détenus. Donc, en fait, il faut libérer les détenus. Nous lui disons qu'il faut créer des places de prison. Mais on lui dit, vous voyez, comme vous nous faites la démonstration que vous ne servez pas à grand-chose du coup, mais avec vos 6 millions d'euros de budget par an, on aurait pu construire, rien que pour cette année, 35 places de cellules. Alors évidemment, c'est pas suffisant, mais bon, voilà comment utiliser de l'argent utilement. Donc forcément, elle l'a assez mal pris. Elle m'a dit, bon, Madame Diaz, vous me répétez la même chose tous les ans. J'ai dit, écoutez, comme vous êtes là tous les ans, je vous dis à l'année prochaine, et on regardera votre budget. À l'année prochaine, ou pas à l'année prochaine, puisqu'on espère qu'elle sera remerciée d'ici là. Mais en tout cas, c'est sûr que le jour où on arrivera au pouvoir, c'est typiquement le genre, soi-disant, d'autorité indépendante qu'on va regarder de près pour faire des économies et utiliser cet argent autrement. Voilà. Tu voulais poser des questions? Non, tu peux continuer. Bon, alors, sur la loi immigration, maintenant qu'on a posé ce contexte qui fait froid dans le dos, sur la loi immigration, bon, alors déjà, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un début très chaotique, parce qu'il n'y avait rien sur l'immigration dans le programme d'Emmanuel Macron. Et puis on a M. Darmanin qui a toujours voulu jouer les gros bras, qui disait oui, il faut une loi immigration, sauf qu'en Macronie, il y a 2 ailes. Il y a l'aile entre guillemets dite de droite et l'aile dite de gauche. Et à chaque fois que M. Darmanin disait oui, nous allons durcir le ton, etc., il y avait l'aile gauche de la Macronie qui lui a envoyé une peau de banane. Et le meilleur lanceur de peau de banane, il s'appelle Sacha Houlié. Vous voyez, voilà, le député de la Vienne qui aujourd'hui est dans les non-inscrits. Voilà. C'est l'ancien président de la commission des lois, donc c'est quand même quelqu'un d'important au sein de la Macronie.
Et donc, dès l'été dernier, comme il trouvait que M. Darmanin se comportait pas bien à l'égard des migrants, il a déposé une proposition de loi, et c'est incroyable, visant à donner le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales pour les étrangers extra-européens. Mais imaginez les conséquences qu'une telle mesure peut avoir sur des communes très communautarisées de banlieue parisienne, par exemple. C'est-à-dire on aurait vraiment un vote communautariste. On a déjà, aux dernières élections européennes, on avait une liste, l'Union des démocrates musulmans de France, quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça qui faisait la promotion de la viande halal, la promotion du voile, qui soutenait le port du burkini, qui soutenait les horaires distincts dans les piscines, etc., etc. Donc si demain, on donne le droit de vote et d'éligibilité à des étrangers qui n'ont pas épousé les coutumes françaises, eh bien, on se dirige vers une augmentation de la communautarisation de la France. Ça, c'est la clientèle à Mélenchon, de toute façon. Ah ben oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Donc voilà un type comme Sacha Houlié, ce qu'il a comme idée de proposer. Heureusement, cette loi n'a jamais vu le jour à l'Assemblée nationale, donc il n'en est pas question, mais elle est toujours dans les tiroirs de l'Assemblée. Donc la majorité étant très divisée, et Darmanin nous promettant toujours cette loi immigration, mais la majorité n'ayant pas de majorité pour le coup, il a été décidé en décembre 2022, ils ont inventé un nouveau concept. C'est-à-dire qu'ils ont bloqué une demi-journée de séance en hémicycle pour faire un débat sans vote. Donc en gros, tout le monde est venu à la tribune dire ce qu'il pensait de l'immigration et il n'y a pas eu de vote. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord entre eux. Et puis, ils ont lancé cette loi donc, au premier trimestre 2023 au Sénat. Mais ils ont fait exprès, parce qu'il faut savoir qu'en septembre 2023, il y avait une partie du Sénat qui était renouvelée. Donc ils ont mis ça au Sénat, donc commission des lois du Sénat, et après ça s'est arrêté, puisqu'ils ont dit « Ah bah oui, on est obligé d'arrêter parce que les sénateurs sont en campagne ». Puis après il y a eu l'été, puis après les sénateurs, ils ont eu leur élection, donc on a pu recommencer bien plus tard. Donc finalement, fin 2023, cette loi arrive enfin à l'Assemblée nationale. J'ai assisté à des scènes lunaires où tout ce qui était issu de la commission des lois du Sénat a été méticuleusement détricoté par les députés macronistes, bien soutenus par les gauchistes en commission des lois de l'Assemblée. Et puis ce texte donc s'est retrouvé en hémicycle après que nous ayons décidé de voter contre la motion de rejet. Ça a été vraiment, enfin, tout le monde a fait du droit constitutionnel à cette époque-là parce qu'il y a eu plein de nouveaux dispositifs, mais c'était quand même très intéressant. Donc nous n'étions pas favorables initialement à cette loi parce qu'en fait, elle visait essentiellement à régulariser les clandestins. Donc au tout début, c'est pour ça que vous nous avez entendu dire on ne votera pas pour cette loi parce qu'elle régularise les clandestins. En fait, c'est très simple. C'est que comme Darmanin détenait le taux d'OQTF le plus bas, donc les obligations de quitter le territoire français le plus bas de l'histoire, il s'est dit, bon, bah, puisqu'on ne peut pas expulser les clandestins, on va les régulariser, comme ça, ça en fera moins à expulser. Ah, mais c'est un mécanisme intelligent. Et puis, les chiffres commençaient à sortir, et là j'en ai ramené quelques-uns, qui sont aussi effroyables. Donc par exemple, en 2021, la France a notifié plus de 21 000 départs, c'est-à-dire vous devez partir du pays, à plus de 21 000 Algériens, 21 452 pour être précis. Sauf qu'une fois qu'ils ont reçu la notification, les gars, bah, ils s'en fichent en fait. Il n'y a pas suffisamment de force de l'ordre, il n'y a pas suffisamment de coopération entre les deux pays. Et de volonté aussi. Exactement, exactement. Donc sur les 21 452 notifications d'expulsion, il y en a 754 qui sont partis. Donc en gros, tout le monde rentre, tout le monde reçoit sa notification, mais personne part. C'est affligeant. Oui, c'est affligeant. Et
Pour les Sénégalais, c'est pareil. Donc là, j'ai trouvé le chiffre de 2020. Donc 3535 notifications d'expulsion, 198 expulsions. Voilà. Oui, mais la difficulté, elle réside essentiellement sur le pouvoir de toutes ces associations néfastes. Exactement, qui sont largement subventionnées. Alors, je voulais vous dire deux choses, mais je vais commencer par ça. Donc, dans le budget de l'année dernière, et là, on attend le budget de cette année pour voir. Donc, dans le budget de l'année dernière, les macronistes ont décidé d'allouer des subventions aux associations immigrationnistes. Et donc, le montant de l'année dernière, c'est 981 millions d'euros. Voilà, presque 1 milliard d'euros. Et l'année d'avant, c'était 750 millions. C'était déjà très élevé, mais l'année dernière, c'était encore plus élevé. Presque 1 milliard d'euros pour ces associations immigrationnistes. Et je fais une petite parenthèse pour vous expliquer quelque chose que j'ai expliqué d'ailleurs hier à Boulevard Voltaire. Très bonne lecture, hein. Je pense que vous êtes tous abonnés. Parce que la journaliste de Boulevard Voltaire est en train de regarder un petit peu le budget, notamment avec un focus sur les assos immigrationnistes. Donc elle dit, je vous appelle parce que je sais que vous suivez ces sujets. J'ai dit, mais là, c'est pas encore bien sorti, donc on va regarder ça à partir de la semaine prochaine. Mais je vais raconter une anecdote que je vais vous raconter aussi. Donc l'année dernière, au moment de travail sur la loi immigration, avec mon collègue Yoann Gillet, l'excellent député du Gard, président du groupe RN au Conseil régional d'Occitanie, donc nous étions tous les deux désignés par Marine Le Pen pour travailler sur cette loi immigration. Donc nous avons fait des visites de terrain. Et nous nous sommes rendus à Calais, évidemment. Nous avons visité le centre de rétention administrative de Calais, et puis surtout le commissariat de Calais. Et là, c'était très drôle, soit dit en passant. En fait, la sous-préfète n'a pas voulu que la presse nous suive. Donc, on a dû expliquer à madame la sous-préfète qu'il y avait des lois et que la presse nous suivrait parce que nous avions décidé qu'elle nous suivrait. Et elle nous a répondu, ça n'est pas souhaitable. Et je lui ai dit, je me fiche de savoir ce que vous estimez être souhaitable ou pas. Bon, il y a un texte, vous êtes la sous-préfète, vous êtes là pour faire respecter la loi, donc les journalistes nous accompagneront. Donc ça a été un parcours semé d'embûches à tous les niveaux. Il faut que vous le sachiez, et vraiment avec Yoann, on a vraiment lâché sur rien. Nous, ce qu'on a demandé, à la fois par voie d'amendement à l'Assemblée nationale, donc quand on s'est exprimé sur la loi immigration, mais c'est aussi quelque chose que l'on dépose à chaque budget et qu'on n'a pas toujours le temps d'étudier en raison de la multiplication des 49.3. Mais c'est aussi quelque chose qu'on a proposé, par exemple, au sein du groupe que je préside, hein, en Nouvelle-Aquitaine. Nous avons demandé que les associations soient subventionnables dès lors qu'elles respectent une neutralité politique. Parce que c'est évidemment toutes ces associations que vous retrouvez en train de manifester contre le Rassemblement national qu'on est en deuxième tour. Donc voilà, évidemment, nos amendements ont été refusés. Donc ils se complaisent tous. Et d'ailleurs, et c'est terrible ce que je vais vous dire, mais nos amendements sont aussi refusés par les Républicains. Alors, l'ensemble des Républicains maintenant, avec les Ciotistes, on verra, il n'y a pas eu de sujet, mais jusqu'à présent, et même au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, les Républicains votent tout ce qui est... votent comme les socialistes, en fait. Voilà. On vote par exemple des subventions à la région pour une meilleure intégration des mineurs non accompagnés dans les secteurs du bâtiment. Ben, les Républicains, ils votent pour ça. Voilà. Et ça, ce sont des millions d'euros de subventions qui sont accordées chaque année juste par la petite région Nouvelle-Aquitaine. Et au conseil départemental, c'est pire que tout. C'est bien Jean-Luc Glaise qui a accordé l'année dernière une subvention de plusieurs dizaines de milliers d'euros à SOS Méditerranée. Et oui. Nous, on a contesté, c'est Grégoire de Fournas, qu'on ne présente plus, qui a voulu contester cette délibération devant le tribunal administratif. Il s'est fait retoquer. Et il y a quelques années, Alain Rousset, donc le président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, a aussi décidé de donner une subvention de 50 000 euros à SOS Méditerranée. Et moi, je me souviens de cette délibération, même si c'était il y a quelques années. En fait, on arrive en commission, délibération sur table,
Donc on lit, on découvre cette délibère. Donc quand c'est sur table, ça veut dire que c'est à caractère urgent. Et en fait, on apprend que le vilain Matteo Salvini, il n'a pas voulu qu'un pauvre bateau de migrants, géré par SOS Méditerranée, accoste en Italie. Donc ce pauvre bateau, il doit faire un tour plus grand, donc ça coûte beaucoup de carburant, et donc il est demandé à la région Nouvelle-Aquitaine de donner une subvention de 50 000 € pour aider ce pauvre bateau, quoi. Et nous, comme on a dit à Roussy, on lui a dit ça aurait coûté beaucoup moins cher si ce bateau avait en effet secouru les personnes, mais si ce bateau avait été renvoyé au port d'origine. Ah, mais ça, on n'a pas le droit de le dire. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, RN? Déjà, éviter de proposer ce genre de subvention. Voilà. Ça, c'est sûr que nous, présidents de département, présidents de région ou à la tête du gouvernement, il n'y aura pas ce type de subventions qui seront proposées. Si d'ailleurs on devait faire un contrat financier sur le versement de ces subventions, ça représenterait un budget. C'est impossible. Nous, on a essayé de le faire. Il faut les rajouter aux subventions. Ah, il faut les rajouter à ces 980 millions. Ah oui, 980 millions, c'est juste pour l'État. Mais après, vous avez chaque collectivité. La ville de Floirac a aussi donné, je crois que c'est 10 000 € à SOS Méditerranée. Donc en fait, là, les 980 millions, c'est plus toutes les régions, plus tous les départements, plus toutes les communes. Et ça, en fait, c'est quasiment inestimable. Parce que tout est caché, vous voyez, par exemple, à la région, dans les délibérations, ils nous disent que c'est, par exemple, pour lutter contre les discriminations. Donc, en fait, tout le monde est pour lutter contre l'antisémitisme. Tout le monde a envie de lutter contre les discriminations liées au handicap. Sauf que dedans, ils vous mettent un coup de migrant aussi. Donc en fait, ils font des mélanges. Donc c'est impossible de tout estimer. Donc voilà ce qu'on peut faire tout de suite. Mais donc ce qu'on a fait pendant la loi immigration, donc en fait on a déposé un certain nombre d'amendements. Je n'ai pas tout noté parce qu'on a été très très actifs pendant cette loi. Mais déjà on avait demandé, en fait notre premier rendez-vous avec Darmanin, il a eu lieu en novembre 2022. Et il commençait assez mal, puisqu'on s'est retrouvés à 4 dans une pièce, donc Johan Gillet, moi-même, Gérald Darmanin et Olivier Dussopt, parce que cette loi, vous vous souvenez, c'était à la fois le travail et l'intérieur. Et donc nous, on leur a dit, bon écoutez, nous, on va vous demander des points très précis. Est-ce que vous allez rétablir le délit de séjour irrégulier? Et ils nous ont dit non. Donc ça commençait bien. Après, on a dit, est-ce que vous allez interdire le prosélytisme pro-immigration, le prosélytisme immigrationniste dans les écoles? Parce que là, c'était au moment où le fameux Cédric Héroux, vous vous souvenez de ce gauchiste qui disait, voilà, c'est ça. On ne peut plus dire que c'est un passeur de migrants, sinon on va être condamné par le tribunal, c'est incroyable. Mais en fait, cet individu qui a aidé des clandestins à franchir la frontière et qui a été raconté ce récit dans les écoles. Dans les écoles. Et pendant les heures de classe. Donc nous, on a demandé à Darmanin, on dit, est-ce que vous allez donc interdire le prosélytisme immigrationniste dans les classes? Là aussi, il nous a dit non. Non mais c'était... Ajouter un sale wokisme. Ah bah oui, non mais vous savez, il faut rester zen à l'Assemblée. Parce que, je sais pas comment vous faites, Madame la députée. Alors ma mère me dit pareil, elle dit je pourrais pas faire ce que tu fais parce que moi je descendrai dans l'hémicycle et j'irai remettre des baffes. Enfin là, vous allez être un peu plus nombreux, là c'est formidable. Alors nous on est nombreux, c'est formidable. Je vais vous donner quelques exemples d'amendements qu'on a présentés nous, durant cette loi immigration, pour vous dire que le jour où on arrivera au pouvoir, on arrivera à mettre en œuvre beaucoup de choses, parce qu'en fait, il y a des points qui ont été censurés par le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, il y a une vraie réflexion à avoir dessus, c'est est-ce qu'on le maintient ou est-ce qu'on le modifie, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est sûr, c'est que vous savez comment sont nommés les membres du Conseil constitutionnel, à part les anciens présidents de la République, mais sinon ils sont nommés par président de la République, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat. Donc demain, nous avons la majorité absolue à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que nous pouvons tout de suite avoir un poids sur les nominations des membres du Conseil constitue, donc nommés par le président de l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est le même par rapport à l'ARCOM?
par exemple, on change de sujet, mais c'est vrai que l'ARCOM, le président étant nommé par le président de la République, est-ce qu'il pourrait y avoir la même démarche? C'est ça en fait. C'est sûr qu'on ne nommera pas au Conseil Constitue des immigrationnistes. Voilà. Donc en fait, il y aura bien sûr une incidence très claire. Donc nous, ce que nous avions demandé, c'était évidemment qu'on rétablisse le délit de séjour irrégulier. Nous souhaitions aussi un véritable durcissement en matière de regroupement familial. Et donc ce qu'on avait proposé, et la droite sénatoriale était partie là-dessus aussi, c'était que pour avoir droit au regroupement familial, il ne suffisait plus d'être sur le territoire pendant 18 mois, mais pendant 24 mois. Il fallait bénéficier d'un salaire régulier, mais surtout déclaré. Voilà. Et il fallait que les gens qui arrivent sur le territoire maîtrisent le français. Donc qu'est-ce qu'on n'avait pas dit là? Et donc finalement, ça s'est fini, c'était la montagne qui a accouché d'une souris, parce que là aujourd'hui, oui, il y a un niveau de français qui est requis pour ceux qui arrivent, mais il est dérisoire. Alors, c'est classé par, comment dire, c'est A2 c'est le plus bas, A1, B2, B1, C2, C1, je sais pas si, comme le TOEIC par exemple. Et donc, nous exigions au moins un A1 ou un B2, en étant très très indulgent, quoi. Ben non, c'est le niveau le plus bas qui a été retenu. Et en plus, je crois, si ma mémoire est bonne, c'est qu'il y a juste une obligation de suivre les cours, mais pas d'obtenir le diplôme. Ça, c'est à vérifier, mais je sais que ça arrive. En fait, il y a eu tellement d'allers-retours que j'ai oublié. Donc ça, déjà, c'est scandaleux. Et ce qui avait été demandé aux chefs d'entreprise, là aussi, ça a été écarté, heureusement, c'était que ce soit les chefs d'entreprise qui payent la formation des gars. Ils osent tout, quoi. Ils osent vraiment tout. Donc finalement, tout ce qui est durcissement du regroupement familial, ça a été censuré par le Conseil constitutionnel. Et quelque chose qui aurait vraiment été source d'économie, qui a aussi été censuré par le Conseil constitutionnel, c'était le versement d'allocations non contributives. Donc les allocations non contributives, il faut savoir, d'ailleurs c'est un excellent article de Marianne qui a révélé ce chiffre, donc les allocations non contributives versées aux étrangers s'élèvent en moyenne à 20 milliards d'euros par an. Ah mais des économies on peut en faire, hein. Qui ne viennent pas nous dire ah, bah, votre réforme de la retraite elle coûte trop cher, hein. Des économies il y en a. Et donc Marianne détaille très bien, c'est 9 milliards d'euros d'allocations familiales. Ça, nous, avec Marine Le Pen, c'est hors de question. L'argent du contribuable français ne doit pas servir à soutenir la natalité étrangère. Voilà. On considère que les prestations familiales doivent être réservées exclusivement aux Français ou aux familles dont au moins l'un des deux parents est français. Parce que 9 milliards d'euros, c'est pas rien. Et c'est par an, hein, bien sûr. Pareil, l'aide au logement. Donc les APL, 5 milliards d'euros par an pour les étrangers. Quand on sait qu'un Algérien sur deux vit en HLM, vous vous dites que là aussi il y a des économies à faire. Et ça, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que depuis que je suis députée, le sujet que je traite avec le plus de récurrence, ce sont les demandes de logements sociaux. Donc il n'y a pas une semaine, donc ça veut dire que j'ai envoyé plus d'une centaine de dossiers, il n'y a pas une semaine sans que j'ai quelqu'un qui m'appelle et qui me dise « Edwige, j'arrive plus à me loger parce que ça coûte trop cher ». Et j'ai des fois reçu des mamans en rendez-vous qui m'ont dit « Edwige, je comprends pas, je bosse ». Donc dans ma circo, ou elle travaille dans les villes, ou sinon elle est caissière, ou sinon elle est employée et elle fait 1h30 de route le matin pour aller à Bordeaux, 1h30 de route le soir. Des fois, ce sont des familles monoparentales, donc des femmes seules, donc en plus des femmes courageuses. Et elle me dit, écoute, je comprends pas, moi j'ai 2 enfants, ils travaillent bien à l'école, ils vont pas brûler des voitures, caillasser la police, ils vont pas faire tout ça. J'ai demandé un logement social. Ça fait des années que je suis sur liste d'attente. Ils sont sur la pile du dessous. C'est ça. Et il y en a une qui m'a dit, une fois, elle était au bord des larmes, elle me dit, Edwige, tu te rends compte qu'on m'a répondu que je n'étais pas prioritaire. Et donc la question qu'elle s'est posée, c'est qui est prioritaire? Voilà. Quand on connaît ces chiffres, on a la réponse. Voilà. Oui, mais elle n'est pas soutenue par une association.
Ben oui, c'est ça. Autre point qu'on voulait donc réserver aux Français, c'est le RSA. Parce que si vous venez en France, vous pouvez venir, si vous venez de manière régulière en France, c'est-à-dire après avoir obtenu votre titre de séjour. Mais si vous ne travaillez pas en France, à quoi vous servez pour l'enrichissement du pays? Et donc le RSA, c'est 6 milliards d'euros par an. Voilà. Et il faut savoir que c'est quasiment un étranger sur 2 qui réside en France mais qui ne travaille pas, ou de manière déclarée. Ça aussi, c'est un sujet. Donc voilà des pistes d'économie qui nous apparaissent être de bon sens, Oui. qui figuraient pas de manière intégrale comme on le voulait dans la loi, parce que nous on voulait vraiment réserver tout ça aux Français, mais la loi, avant qu'elle soit censurée, imposait une condition de résidence de 5 ans dans le pays. Bon, c'est pas aussi bien que ce qu'on voulait, mais 5 ans dans le pays, bon, c'était quand même mieux que rien. Ça permettait, en fait, de faire quelques économies. Et à cette époque-là, notre gauchiste président du conseil départemental avait signé une tribune avec d'autres présidents gauchistes de conseils départementaux, notamment celui de la Seine-Saint-Denis. Ça vous donne une idée. Ils ont signé un manifeste, ils ont été manifestés aussi, je crois, pour dire que si la loi immigration était validée telle qu'elle, eh bien, ils ne l'appliqueraient pas, au nom de ce qu'ils appellent la désobéissance civile. Eh oui. Et donc, moi, j'avais fait les calculs, donc là, je ne les ai plus en tête, je n'ai pas eu le temps de les reprendre, mais c'était... J'ai fait un communiqué de presse. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous tapez Edwige Diaz, gestion financière du département, il y aura tous les chiffres. Mais en gros, on a notre président anglaise qui vient nous expliquer que les finances du département sont au bord de la mise sous tutelle, mais qu'il va continuer de dépenser l'argent des Girondins pour favoriser le maintien et survenir aux besoins des étrangers. Parce que aussi ce qu'on avait proposé, c'est que l'aide pour les personnes handicapées et âgées, soit donc versée par les départements, soit aussi réservée aux Français. Parce que sinon, vous avez des personnes étrangères qui ont 70 ans, qui n'ont jamais cotisé dans notre pays, qui y arrivent et qui ont droit à des aides assez élevées. Je ne me souviens plus, mais je crois que c'est 800 € par mois, quelque chose comme ça. Ouais, mais 800 € par mois quand vous n'avez jamais travaillé dans le pays et que si vous avez une espérance de vie jusqu'à 85 ou 90 ans, vous arrivez à 65 ans, bah quand même pas. Et pour les personnes en situation de handicap, c'est pareil, parce que c'est une véritable pompe aspirante, c'est-à-dire qu'on risque de se retrouver avec toutes les personnes en situation de handicap du monde qui vont arriver en France, parce que c'est un droit qu'ils estiment essentiel. Sauf que je pense que tout le monde connaît des personnes en situation de handicap dans notre département, avec la MDPH 33, qui est surchargée, qui met un délai considérable pour répondre aux demandes. Et vous voyez, hier soir, j'étais avec des amis que je connais, et elle me disait qu'elle ne se faisait pas rembourser toutes les roues de son fauteuil roulant. Parce qu'on lui disait qu'il n'y avait pas de sous. Enfin, vous voyez, c'est complètement... c'est honteux. C'est écœurant. Mais on marche sur la tête. Voilà, j'ai pas d'autres trucs à vous dire, c'est vraiment écœurant. Donc, et je veux finir sur un petit truc important, enfin deux choses importantes, parce que je ne vais pas être trop longue, vous avez d'autres intervenants après. Les étudiants. Alors ça, c'est pareil. Donc on a environ 100 000 étudiants étrangers dans notre pays. Il faut savoir que le visa étudiant est tellement facilement délivré que ça devient un prétexte et on se rend compte que l'âge des étudiants est de plus en plus élevé. Sauf qu'ils n'arrivent pas tous pour le doctorat. Ils arrivent à 25, 30, 35 ans pour une première année de licence. Donc moi je veux bien qu'ils se découvrent une passion pour une reprise d'études. Le problème c'est que ça coûte cher à la société. Et donc ce que la loi prévoyait, c'était qu'il n'y ait plus de réduction de frais d'inscription, parce que c'est ça aujourd'hui en fait, c'est que vous êtes non seulement étranger, enfin vous êtes étranger, mais en plus,
dans la plupart des universités, vous bénéficiez d'un abattement sur vos frais d'inscription. Donc la loi, avant qu'elle soit censurée par le Conseil constitutionnel, prévoyait, hop, fin des abattements pour les étudiants étrangers. La loi prévoyait aussi une caution retour. Ça se fait en Allemagne, d'ailleurs en Allemagne c'est 11 000 € à peu près. Vous voulez venir bosser, étudier en France, il n'y a pas de souci, notre savoir-faire est essentiel. Par contre, ce que vous avez appris en France, vous le rapportez dans votre pays, déjà pour éviter d'abandonner lâchement votre pays. Et puis, parce que, déjà on est bien sympa, on vous accueille, donc vous repartez, quoi. Et donc ça, Madame Borne avait dit à l'époque, oh là là, non, ça va être compliqué, parce qu'en fait, le Parlement fixait le principe d'une caution, mais le montant de la caution était fixé par décret, donc par les ministres. Et donc la Borne avait commencé à rétropédaler face à la montée, face à la contestation des présidents d'université, qui sont tous gauchistes aussi pour la plupart. Et donc elle avait dit non, mais on fera une somme symbolique de 10 ou 20 €. Mais imaginez en frais de gestion combien ça va. Ridicule, complètement ridicule. Donc voilà, donc, premièrement, fin de l'abattement, donc fin de réduction des frais d'inscription. Caution, donc dépôt d'une caution obligatoire qui sera restituée au départ de l'étranger, et puis surtout réservation du logement étudiant aux étudiants français. Parce qu'on manque, et je pense que vous avez tous ou des connaissances qui essayent d'avoir un logement étudiant ne serait-ce qu'à Bordeaux, bonjour, c'est compliqué, c'est pas pour dire impossible. Donc on avait dit aussi il faut que le logement étudiant soit réservé aux étudiants de nationalité française ou éventuellement européenne, mais en tout cas pas extra-européenne. Et ça c'est un vrai sujet parce que vous voyez par exemple le Crous de Nouvelle-Aquitaine, donc chez nous, l'année dernière a décidé de signer une convention de partenariat avec le Sénégal pour que les étudiants sénégalais soient prioritaires dans l'accès au logement étudiant. Donc en fait, c'est un combat qu'il faut mener à tous les étages. Ah oui, là, vous avez un travail colossal. Oui, justement, ça m'amène à une question. Comment vous préparez cette rentrée parlementaire aujourd'hui? Avec sérénité et avec détermination, évidemment, parce que bon, la plupart des Français considèrent qu'il y a trop d'immigration en France et qu'il faut régler cela. Donc malheureusement, bon, on verra ce que nous propose Barnier. Nous, tout ce qui ira dans le sens d'une diminution de l'immigration, c'est bien. Le problème, c'est qu'on n'est pas sûr d'avoir la majorité dans tout ça. Vous avez le moyen de le dire un petit peu, monsieur Barnier. Oui, tout à fait. Mais c'est ce qu'on lui a. Il a bien compris qu'il avait une motion de censure qui était au-dessus de sa tête comme une épée de Damoclès. Mais bon, s'il y a une dissolution l'année prochaine, il reste 10 mois, on ne pourra pas. Enfin, en tout cas, nous, on fera en sorte que la situation ne se dégrade pas davantage. On essaiera de l'améliorer, mais en tout cas, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille pour la suite, en fait. Ce qu'il nous faut, on a eu beaucoup de circonscriptions qu'on a perdues. En fait, s'il n'y avait pas eu le barrage républicain, on aurait probablement eu 300 députés. Et je crois qu'il y a une centaine de circonscriptions qu'on a perdues à plus de 45%, typiquement Rémi. Mais on a aussi le bassin d'Arcachon. Jean-Pierre Vaillant, qui est ici, était le suppléant de Laurent Lamara sur Arcachon. Vous avez fait 43, 44, un truc comme ça. 44. On peut peut-être les applaudir, on peut peut-être les applaudir, ils sont présents tous les deux. Ils ont fait un travail colossal, vous témoignez de ça. Mais exactement, ça arrive, vous vous rendez compte? Nous qui sommes Girondins, et pour certains depuis un certain nombre d'années, faire 44% sur le bassin d'Arcachon, voilà, c'était quand même pas mal. J'étais hier j'ai enregistré Dimanche en politique, ça passe demain à 11h30 sur France 3. Et les journalistes, très sympas, me posaient la question et me disaient justement quelles sont vos petites améliorations. Je dis en fait on peut gagner en Gironde 6 circos sur 12. Donc celle du bassin d'Arcachon, celle de Rémi, la 9e, donc du coup pas très loin, vers la Brède, Salles, etc. où notre excellent candidat François-Xavier Marquez a dépassé autour de 44% aussi. La 10e, donc celle du Libournais, où notre candidate Sandrine Chaton a fait 47, et puis bien sûr on va essayer de récupérer celle du Médoc que Grégoire a perdu à 49, donc plus la mienne que je compte garder, et ça nous ferait 6 sur 12. Donc, Moi j'atteste d'ailleurs l'excellent travail qu'a fait Rémi sur la 12e,
Et il a fait un super score dans mon village. Moi, j'habite un petit village de 1200 habitants, mais il a fait un score qu'il n'a jamais vu. Voilà. Ah oui, oui, donc on peut aussi applaudir pour ça. Voilà. Ah oui, oui. Et bien sûr, je vous aussi pour tout le travail que vous faites depuis le début de votre engagement politique au Rassemblement national. C'est à saluer. Vous accepteriez qu'on vous fasse quelques questions? Oui, oui, je veux juste vous dire un petit truc sur l'AME parce que c'est important et après on se fait 5 minutes de questions et après j'y vais. Très important l'AME. Voilà. Donc l'aide médicale d'État, là c'est pareil, quel scandale. Quel scandale. Donc c'est plus d'1 milliard d'euros par an. Donc c'est la gratuité des soins pour les clandestins, pour tous les soins, sauf la rhinoplastie, voilà, et je crois que c'est la rhinoplastie et c'est la GPA, je crois. Il faut trouver, c'est marqué sur servicepublic.fr, hein, en gros c'est tout, sauf ce qui est quasiment accessoire, quoi. Voilà. Mais c'est une source de dépenses considérable, puisqu'en fait, pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, ce sont 411 000 clandestins qui ont bénéficié de l'aide médicale d'État, et en 2015, c'était quasiment 100 000 de moins. Donc on est vraiment dans cet effet pompe aspirante. Et il y a un autre truc qui est scandaleux, dont on parle un peu moins, en fait, c'est le séjour pour soins. C'est-à-dire que si vous êtes dans un pays qui ne pratique pas, ou s'il y a une longue liste d'attente, par exemple, pour une greffe de rein, et bien en fait, vous avez le droit de venir en France vous faire soigner. Et il y a, en ce moment, et l'année dernière, il y a eu 30 000 séjours pour soins dans notre pays. Et en fait, quand vous êtes accepté, eh bien, vous êtes sur la simple liste d'attente et donc vous pouvez avoir un compatriote qui attend son rein, mais qui n'est pas prioritaire parce qu'un étranger vient aussi se faire greffer son rein parce que dans son pays, il n'y a pas les services médicaux suffisants ou il n'y a pas la disponibilité, etc., etc. Donc ça, le coût est difficile à estimer, mais là, c'est le principe moral, en fait. Oui, une vie vaut une vie, mais les Français ne sont pas prioritaires là-dessus alors qu'ils payent tous les mois leur contribution à la sécurité sociale. Voilà, donc c'est ça que je voulais vous dire parce que ça fait aussi partie des points honteux qu'on voulait retoquer mais qui ont été censurés par le Conseil constitutionnel. Voilà, hein, vous avez un petit aperçu, mais c'était du sport quand même, cette loi immigration. Ouais. Bon, en tout cas, avant de passer aux questions, on tient à vous remercier de votre présence déjà, ça nous fait un grand honneur. Et puis, tout ce que vous nous avez dit, qui n'est pas forcément encourageant pour la suite des choses, mais au moins, on a une certitude, c'est que vous allez vous battre. Ah oui, voilà. Ça c'est sûr. Ça, voilà, donc on peut applaudir Madame Et nous allons passer aux questions. Est-ce que, Thomas, est-ce que tu as un micro baladeur pour la salle ou pas? Alors faites-moi des questions courtes pour que je vous fasse des réponses courtes, parce qu'il est 11h05, il faut que je parte à 10, parce que je dois être à 10h30 à Saint-André-de-Cubzac. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un micro à disposition? Parce qu'il faut que tout... Non, parce que comme tout passe à la télé, on a ici la télé, voilà. Oui, Yves. Eh bien écoute Thomas, ça marche. Tu es notre Père Noël avant l'heure. Non, on va le passer à monsieur, et puis vous passerez les micros les uns. Merci, oui, Serge Martin. C'est une question très brève, parce que c'est souvent l'objection qui est faite par rapport aux expulsions. Concrètement, comment s'effectue une expulsion? Est-ce qu'on affrète un avion militaire? Je ne sais pas. Est-ce que c'est souvent l'objection là? Comment on fait? Non, en fait, là, pour l'instant, ce sont dans des avions de ligne. Et le problème, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant le Covid, il suffisait que le clandestin refuse de se soumettre au test Covid pour qu'il ne puisse pas monter dans l'avion. Donc en fait, ces gens sont très bien informés par les associations immigrationnistes qui étudient toutes les failles pour faire en sorte que le moins de personnes possible montent dans les avions. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous considérons qu'il y a un moyen de contraindre les pays étrangers à reprendre leurs ressortissants et à délivrer des laissez-passer consulaires. Je vais vous donner un exemple très précis. La France donne chaque année 15 milliards d'euros pour l'aide au développement. Donc en fait, il suffit juste
de conditionner la dotation de l'aide au développement à la reprise des ressortissants du pays que nous souhaitons expulser. Ensuite, il y a d'autres manières de mettre un peu la pression, c'est qu'on peut par exemple surtaxer, et en plus ça fera des recettes fiscales, on peut surtaxer les virements à l'étranger, les Western Union, tous ces trucs-là. Et puis, si les pays ne veulent pas reprendre leurs délinquants, ben nous, on ne prend plus leurs étudiants, par exemple. Voilà. Donc en fait, il y a des moyens qui existent de mettre la pression, c'est juste qu'ils ne veulent pas les mettre en œuvre. Voilà. Absence de volonté. Autre question, monsieur de Berry? Oui, alors, bravo et merci pour cet exposé. Et puis je suis toujours admiratif de ceux qui s'engagent dans le combat politique, politicien, l'ayant mené moi-même pendant 20 ans et ayant été découragé parce qu'on se heurte à un système. Donc ma question est la suivante, et je sais que tu es à la tête de quelque chose, c'est-à-dire que tu es devenu responsable de la formation. Oui, formation de militants. Je pense qu'on ne peut arriver à rien s'il n'y a pas un combat des idées, parce que nous voyons que nous nous heurtons à des gens qui sont finalement minoritaires, mais qui ont réussi par divers moyens, médiatiques, associations, etc., à monopoliser le débat. Donc pour moi, et donc je suis engagé dans ce combat métapolitique depuis des années, du fait de cette constatation du théâtre d'ombre que constitue finalement le combat politicien. Donc ce système, il y a diverses pistes, mais je pense que c'est par le combat des idées, le gramscisme, hein, l'aspect culturel, qu'on pourra le mettre par terre, parce que tout ça c'est très bien, mais si on n'a pas réussi à mettre, pas pour la loi, mais hors de l'influence, toutes ces associations immigrationnistes, gauchistes, etc., leur mettre la honte dessus, hein, on n'y arrivera pas, ça sera beaucoup plus difficile. Voilà ma question. Oui, alors, plein de choses. Bon, déjà, d'un point de vue du relais médiatique, bien sûr, il y aura toujours France Inter et France Info qui seront contre nous, mais le jour où on aura privatisé le service public, ils embaucheront peut-être un peu moins de gauchistes et on aura peut-être un peu plus la parole. Il y aura du travail. Ensuite, sur les médias en général, il y a quand même une vraie évolution. On parlait de Boulevard Voltaire tout à l'heure. Vous avez maintenant tout un tas de médias à peu près amis, Valeurs Actuelles, le JDD, et puis en fait on est tellement puissant maintenant, que ce soit en termes de voix ou en termes de représentants au Parlement, qui sont quand même obligés de nous inviter. Et vraiment il y a une amélioration. Ça fait 10 ans que je suis au RN, quelques années que je fais des médias, et vraiment si demain matin vous pouvez regarder à 11h30 le dimanche en politique sur France 3 que j'ai enregistré hier, mais vous verrez, l'ambiance sur le plateau est totalement différente qu'il y a 5-6 ans où c'était vraiment l'interrogatoire quasiment, c'était l'inquisition quoi. Là c'était... Surtout sur France 2. Là c'est France 3, mais vous voyez en fait on arrive quand même à tisser un lien avec des journalistes. Vous aurez toujours des journalistes militants, mais quand même ça va, il y a vraiment une vraie amélioration parce que déjà il y en a aussi de plus en plus qui votent pour nous, hein. C'est ça. Voilà, qui se rendent compte, et puis s'ils sont des journalistes de terrain, ils voient bien ce qui se passe. Donc voilà, donc sur l'aspect médiatique, c'est encourageant et il y a quand même quelques raisons d'être optimiste. Sur la formation, oui, elle est essentielle. Donc pour résumer très synthétiquement ce que je vais mettre en œuvre, c'est la formation de nos militants, de nos adhérents, pour qu'ils soient meilleurs dans la riposte et pour qu'ils soient meilleurs pour convaincre du coup, les hésitants, voilà, ou ceux qui ne votent pas pour nous parce qu'ils ont une vision caricaturale de nous, parce que ça fait 40 ans qu'on leur répète qu'on est des fachos, etc. Et puis, au-delà du combat métapolitique qui est essentiel, comme celui que tu mènes, Alain, il y a aussi bien sûr l'engagement aux élections, donc ça on a l'occasion d'en reparler, mais en fait il y a des élus gauchistes qui sont élus parce qu'ils n'avaient personne en face. Vous voyez, moi dans ma circonscription, il y a un village qui s'appelle Étolier. Le maire, il fait partie des 3 maires de la circon qui ne me serrent pas la main. Voilà. Et en fait, il est soi-disant place publique, mais il se comporte comme un LFI, et en fait il a été élu en 2020 parce qu'il était le seul candidat. Moi, je vous garantis qu'en 2026, il aura une liste en face de lui. Pas de souci. Puisque dans sa commune, on fait des scores. Nous, au premier tour, sur sa commune, on fait quasiment 60%.
Voilà, donc ce serait... En fait, il est juste là parce qu'on a mis personne en face. Donc le combat électoral est essentiel aussi. Et après, sur les... tu disais qu'il y avait des associations qui étaient puissantes, oui, parce qu'elles étaient subventionnées. Du jour au lendemain, vous leur coupez les subventions, elles auront beaucoup moins de moyens pour faire des recours, pour faire des manifs, pour faire des banderoles, etc. etc. hein. Parce que quand vous regardez le financement de ces associations, il n'y a pas tellement de dons. Et d'ailleurs, nous, ce qu'on avait proposé en amendement l'année dernière, c'est que toutes les associations on avait dit politisées, mais sous-entendu immigrationnistes, eh ben, en fait, elles ne servaient pas l'intérêt général, elles servaient une cause politisée, et donc c'était pas normal que les donateurs à l'égard de ces associations bénéficient d'une déduction d'impôt, parce qu'en fait, la déduction d'impôt, elle est financée par l'ensemble des contribuables, qui ne sont pas tous d'accord avec les combats menés par cet assaut. Donc voilà, l'argent étant le nerf de la guerre, il y a quelques moyens de faire des coupes et donc du coup d'affaiblir ces associations migrationnistes. Peut-être une dernière question? Alors, en dernière, il y a une seule question. Bon, allez, deux. Allez, deux, ça dépend de la longueur de la question. Bonjour Madame la députée. Bonjour. Je ne dis pas mon nom parce que j'ai travaillé avec des entités spéciales, donc je suis ancien militaire. Donc voilà. Donc, vous avez tout notre soutien, parce que les militaires, ça va. Félicitations d'ailleurs à travers ce monsieur, on peut les applaudir aux militaires. Donc voilà, j'ai volingué un peu, j'ai fait quelques campagnes, j'ai travaillé avec, comme je disais, des entités spéciales. Donc moi, ce que je trouve dommage, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et ce que je trouve dommage, c'est que voilà, moi je suis un ancien soldat, j'ai été blessé de guerre. Je suis pas né en France, je me suis battu pour un pays d'adoption et je vois qu'il n'y a personne qui me soutient. Je ne suis pas le seul, j'ai aussi des collègues, j'ai été blessé de guerre comme je vous dis. Et en fait, on jette de l'argent pour des gens qui ne connaissent pas vraiment la culture du pays, tout ça, alors que moi je me suis battu, je suis parti en OPEX, j'ai sacrifié des jours de famille, j'ai sacrifié plein de choses, j'ai failli être confronté à la mort. Au final, j'ai aucune reconnaissance, ou très peu, quoi. Si je me demandais un logement ou quelque chose, on me dit oh non, c'est comme ça. Voilà, quoi. Je veux dire, on a plein d'autres collègues, que ce soit des anciens gendarmes, des anciens policiers, tout ça, tout le monde leur tourne le dos, quoi. J'ai l'impression d'être presque en 14-18 ou après la guerre. Et du coup, moi, j'aimerais que voilà, on s'investisse aussi pour les anciens, pour les vétérans, pour tous ceux qui servent leur pays, qui ont des missions régaliennes. Et là, au final, on jette de l'argent comme ça et faire de la victimisation, non, parce que quand vous revoyez parfois aussi des cauchemars, des trucs comme ça, il y a des pays, mais voilà, c'est pas facilement, voilà, c'est pas la France, quoi. Je vais pas vous dire ce que j'ai fait ou ce que j'ai vu, mais il y a certains pays, en France on se plaint parfois beaucoup, mais il y a certains pays où ils n'ont rien, quoi. Il y a certains pays où ils ne peuvent même pas marcher, il y a la censure. Ils peuvent très bien se faire, ils peuvent très bien avoir des terroristes, tout ça. Ça c'est du vécu, c'est ce que j'ai vu sur opération extérieure. Donc voilà, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous ferez pour vos vétérans et pour vos militaires, qu'est-ce que vous faites pour nous? Voilà. Bah déjà, je vous dire, dans la salle, vous êtes très soutenus. Enfin, je n'en doute pas. Je crois que tous on peut les applaudir, nos militaires. Nous, on a une véritable considération à l'égard de nos militaires. Elles sont là, les médailles. Oui, aussi. Donc déjà, de notre part, il y a un soutien indéfectible à l'égard de nos militaires, de nos anciens militaires et de nos anciens combattants. Cette reconnaissance, elle est exprimée, par exemple, à l'occasion des cérémonies d'hommage, où c'est bien triste ce que je vais vous dire, mais souvent je suis parmi les seules députées présentes pour honorer nos anciens combattants et nos morts pour la France. Vous voyez. Donc moi je trouve ça inadmissible que des députés qui portent les chartes tricolores ne fassent pas toutes les cérémonies d'hommage, parce que c'est vraiment un mépris du passé et de nos héros. Donc ça, je pense qu'en fait il faudrait obliger les députés à faire ça. Et après, d'une manière générale, nous en fait on ne cesse d'alerter sur la baisse des moyens consacrés à la défense. Il y a eu une loi de programmation militaire l'année dernière qui finalement commence déjà peut-être à être rabotée d'un point de vue financier. Et ensuite, on nous a dit oui, il y a eu une augmentation de l'enveloppe, mais en fait, elle ne faisait pas suffisamment face à l'inflation, quoi. Voilà, donc en fait, c'était vraiment de l'arnaque, voilà, vous confirmez, c'est n'importe quoi.
Avec ma carte de combattant, vous savez combien j'ai touché? Oui, c'est quelques dizaines d'euros. Non, 732 euros Oui, à la voilà. retraite. Voilà, mais il faut absolument revaloriser tout ça. Nous, on est tout à fait favorable à cela. On a nos députés qui sont très investis dans la commission de défense, et je crois même qu'on a Franck Giletti, notre excellent député du Var, qui est vice-président de la com défense. Peut-être que Rémi, tu peux confirmer, mais je crois que c'est ça. Et donc à chaque fois qu'il faut défendre les militaires, on est aux côtés, quoi. Voilà, on est aux côtés. C'est tout ce que je demande. Oui, bah, c'est clair, hein, mais c'est la moindre des choses. Hein. Mais, voilà. Pour nous, ça fait partie de l'argent bien dépensé. Une dernière question, mais dernière, s'il vous plaît. Alors, vous pouvez vous présenter aussi, c'est bien. Alors, bonjour, moi je suis Romain Fouché. J'avais une question justement sur le logement, sur en particulier le logement de type HLM. Il y a depuis des années maintenant un nouveau marché noir qui se fait autour des bailleurs sociaux et qui, je pense, pour ma part, alimente notamment le narcotrafic du fait du prix considérable de ces prestations, si je puis le qualifier, de bailleurs sociaux, disons, un petit peu trop versés. Y a-t-il quelque chose qui est en cours, quelque chose qui est réfléchi, peut-être pour punir beaucoup plus sévèrement ces bailleurs sociaux qui désamplifieraient ces points de vue? Voilà, merci. Oui, tout à fait. On a un collègue qui est très pointu sur les sujets du logement. C'est Frédéric Falcon, qui a été rejoint là, par l'élection de Frédéric Voss. Donc les deux sont vraiment très au fait des questions de logement. Et il y a eu une proposition de loi l'année dernière sur le logement qui finalement a servi à pas grand-chose, mais parmi les amendements que nous avions déposés, en fait, nous souhaitions, par exemple, que les bailleurs sociaux donnent sur demande du Parlement la liste des bénéficiaires qui ont payé en espèces. Voilà. Bah oui, parce que souvent c'est lié. Et nous souhaitions aussi obliger les bailleurs sociaux à expulser les délinquants bénéficiaires de logements sociaux. Parce que c'est quand même incroyable que vous ayez des casseurs, notamment pendant les émeutes en fait, voilà, notamment pendant les émeutes, que vous ayez des casseurs qui viennent bénéficier de leur logement social, c'est-à-dire quand même payé par la collectivité, alors que c'est eux qui vont, alors qu'ils ont opéré des destructions. Donc une plus grande vigilance sur tout ça, une plus grande sanction aussi, comme par exemple ceux qui sous-louent, qui deviennent des marchands de sommeil, c'est-à-dire des locataires d'un logement social qui vont sous-louer leur logement, souvent à des travailleurs sans papier. Et avec Joanne Gillet, quand on a été visiter le CRA de Calais l'année dernière, on a discuté avec du coup des étrangers qui, c'était assez drôle de voir les policiers qui étaient autour de nous pour nous protéger, parce qu'en fait, évidemment, ces gens peuvent avoir des réactions violentes. Et puis les policiers m'ont dit, Madame Diaz, vous êtes une femme, donc faites attention à vous quand même. Ok, super, merci. Et en fait, du coup, les clandestins nous disaient que la plupart travaillaient, par exemple, pour Uber Eats. Donc en fait, ils louaient le code, la plateforme d'une personne en situation régulière en France, mais que c'était eux qui faisaient les courses, et qu'après, celui qui touchait l'argent sur le compte leur reversait moyennant une commission. Et c'était pareil pour le logement, en fait. Souvent, celui qui lui prêtait son numéro d'immatriculation pour faire les commandes, lui louait en plus un logement. Parce que nous, les questions qu'on a posées avec Johan, c'est mais comment vous arrivez à travailler, du coup? Et nous expliquer ça, on dit mais comment vous arrivez à vous loger? Et nous expliquer ça aussi. Et tout ça, on ne peut pas croire que ça se fasse sans la complaisance des bailleurs sociaux qui voient bien qu'ils ont un bâtiment fait, par exemple, pour 20 personnes et qu'il y a 40 personnes qui rentrent tous les jours dedans, quoi. Donc en fait, il faut obliger les bailleurs sociaux et les antennes locales surtout à faire preuve de collaboration avec les services de l'État, parce qu'aujourd'hui il y a de la collaboration, mais avec les délinquants en fait, avec les clandestins, etc., etc. Voilà, donc en fait, je ne peux pas parler de tout, mais on a pensé quasiment à tous les sujets.
Et le jour où on arrivera au pouvoir, et le plus tôt sera le mieux, il y aura des avancées significatives qui seront mises en œuvre parce qu'en fait, on est prêt, quoi. Voilà. Bon, Voilà. bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Je crois que nous avons eu une excellente présentation de Madame la députée du Rassemblement National. Je vous invite à vous mettre debout pour la saluer parce qu'elle n'a pas beaucoup de temps, elle nous a accordé 1 heure. Et merci encore, Edwige.